Donc bonsoir à tous. Voilà, je suis devant la maison de chez Michel et Hélène Brunet qui nous accueillent ce soir pour retrouver tout le taf de Vision 3D 35 ans après. Voilà, donc ça va être un moment d'émotion. Voilà, à plus tard. Buvons, on va boire l'ost à la santé de toute l'équipe de Vision 3D. Parce que je vous rappelle que quand même c'était une bonne aventure. Très bonne aventure. Et que nous étions à la pointe du progrès quand même. Parce que un peu trop d'ailleurs. je racontais qu'hier je suis allé chez le dentiste et pour me prendre une empreinte comme autrefois on faisait avec du silicone, on mordait dedans, etc. Là il m'a passé un appareil dans la bouche qui fait le scanning 3D de la mâchoire. Donc on était vraiment à la pointe du progrès et celui qui a bénéficié du marché actuel c'est lui et il l'a bien fait et il faut le féliciter. Voilà. Bravo Thierry. Au revoir. Allez, bien Thierry. À quand le bus pour Limoges? Parce qu'il faut quand même aller visiter ça. On va lui rendre visite. Visitez Vous êtes bienvenus. Ah bah oui, non mais attends. Évidemment. Ça serait super. Ah, ça serait super. Excellent. La techno, À la santé des anciennes Vision 3D. La fine équipe. À Philippe, merci Philippe qui a Merci fait Philippe. toute la recherche pour nous tous nous retrouver. Tu vas pas savoir, ça m'a fait un énorme plaisir. Et Philippe qui a été un maître pour moi parce que je garde encore des méthodes que Philippe avait avec lui. Ça m'a marqué. Philippe a été mon maître à penser parce qu'il m'a donné les méthodes de travail. C'était son petit carnet dans lequel il notait tous les numéros de téléphone, tout ce qu'il faisait par jour. Et donc j'ai commencé à Vision 3D à utiliser ça, et je ne l'ai arrêté il n'y a pas si longtemps que ça, que lorsqu'on a commencé à avoir des OneNote, qu'on utilisait OneNote, et maintenant je prends toutes mes notes sur l'ordi, mais j'ai chez moi une pile de 20 cahiers qui retracent toute ma carte. J'ai tout gardé, grâce à toi. Et après, il y a eu le mail. Hein. Parce que nous, on n'avait pas de mail. Quand on parle, c'était... Putain, mais on se dit c'était la préhistoire. C'était la préhistoire. Exactement. On avait un truc où, à la mano, on faisait des offres sur les anciennes. Ouais. Word, c'était notre amie Claudine. Exactement. Oui, oui. On envoyait ça éventuellement par fax. Il fallait aller chez Basilou, tu te souviens? C'est-à-dire, c'est pas chez nous, mais c'est incroyable. Ouais, voilà. J'ai suggéré qu'on prenne chacun 5 minutes pour expliquer et décrire ce qu'on a fait après Vision 3D. Donc comme il n'y a pas d'ordre Rapidement, on va commencer dans ce sens. Allez, Fabrice. Pour chacun d'entre vous, c'est My Life 2.0. Fabrice, à toi l'honneur. J'aime pas la caméra, mais... Tu oublies, regarde. Et ben voilà, donc j'ai 3 enfants, je suis marié. Le plus grand doit avoir maintenant 32 ans, le deuxième a 3 de moins et le dernier a 18 ans. Voilà, donc quand j'ai quitté Vision 3D, je suis rentré à la TechOR, je suis resté 10 ans, je me suis occupé de programmes, je me suis occupé aussi de qualité. Et après je suis rentré chez, ça s'appelait Technofan à l'époque, c'est devenu SVS. Donc j'avais pris le poste directeur qualité chez Technofan. Et au bout de, quand même j'y suis resté quand même une vingtaine d'années. Et donc depuis 3 ans je suis chez Safran Electrical and Power, donc au siège de Blagnac. Et je m'occupe de la sûreté et du management des risques. Pour SEP, voilà. Très bien. Donc tu as laissé tomber le commercial. Oula, mais il y a longtemps. Parce que Vision 3D, tu étais le commercial avec Philippe. C'était un commercial technique quand même. D'accord. Non, mais je me suis occupé de programmes chez la TechOR, donc c'était intéressant parce que ça me permettait d'aller à l'étranger, ça m'a permis de m'occuper des transferts que faisait la TechOR à Singapour, en Corée, en Chine, tout ça. Donc c'était intéressant. Et puis après, au bout de 10 ans, il y avait l'opportunité de rejoindre la comité de direction d'une petite moyenne entreprise, là, SVS. Donc, voilà. Puis c'était intéressant, donc c'était une boîte à taille humaine aussi. Et voilà, parce que j'avais commencé par la SNECMA, mais la SNECMA c'était un gros machin, j'étais dans une usine de 5000 personnes. C'est pour ça que j'étais venu à Vision 3D à l'époque. La TechOR c'était bien, c'est la bonne taille. À l'époque on devait être 500-600 je crois. C'était assez paternaliste. Puis alors chez Vision 3D c'était un peu plus, c'était plus petit.
Et là, je suis retourné. On a failli être 5000, on a failli être 5000, mais ça s'est joué un peu. Non, pas Vision. Ouais, j'ai dit des bêtises. Non mais c'est pas la quantité, c'est la qualité qui compte. Technofan, voilà, c'est une boîte qui était en croissance. Quand ils étaient moins de 200 quand j'y suis arrivé. Quand je suis parti, 350. Donc, et là, maintenant, je suis revenu dans une grosse structure. Mais comme je suis au siège, je suis assez autonome. Voilà, je ne suis pas un pion dans un machin où il y a 1000 personnes. Quoi. Donc, c'est bien pour finir une carrière. Voilà. Très bien. Bon. Allez, on passe au suivant. Yann. Non. J'ai trois enfants. Voilà, je me marie avec Anna dans un mois, qui a 3 enfants aussi, donc ça fait 6. Voilà. J'habite toujours dans ma pampa, j'ai circulé un peu aux États-Unis, à Toulouse, par-ci par-là. Mais je reviens dans ma pampa et j'y suis bien. Qu'est-ce que j'ai fait? En quittant Vision 3D, j'ai rejoint une petite boîte qui se montait dans le médical. Je suis vite allé en qualité aussi. J'ai fait pas mal, c'était le début du marquage CE, donc j'ai fait pas mal de ça. Après, on a monté 2 boîtes de diagnostic en Europe pour des Américains qui voulaient s'implanter. Donc on a fait ça 2 fois. Dont une deuxième qui a été diagnostic, test de diagnostic. Donc diagnostic fiche et après PCR. Et dernière mission sur la tuberculose dans les pays en voie de développement, qui était vraiment un truc exaltant. Et qui m'a permis d'habiter 3 ans aux États-Unis. Mais on est revenu. Où c'est que t'as été? En Californie, Sunnyvale. Ça, il y a pire, hein. Où ça? Ouais, il y a pire, ouais. Dans la Silicon Valley. Ah, San Diego, San Diego, c'est sympa ça. Hein. Ah oui, Ah, ouais. C'était sympa. T'es pas devenu millionnaire là-bas? Un petit peu, mais j'ai tout repéré. Après, j'ai divorcé, donc j'ai plus rien. Voilà, c'est la bouffe, c'est pas terrible. Voilà. Si, on mange bien. Voilà. Kathleen, elle habite toujours à Toulouse. Tu mets de frites. Oui, elle est dans le marketing. Et donc je suis revenu dans ma pampa. J'ai repris, je viens de reprendre il y a 4 ans, une petite boîte qui fait complètement autre chose. Moi j'aime bien, quand ça devient gros, je m'en vais. Donc ça j'ai en serial, non pas seulement Putain, on n'aurait pas pu serial. le garder si Vision 3D était devenu 2000 personnes. Non, je serais merde. parti. Alors. Voilà, Tu vas comme quoi. t'amuser pour ta retraite. Et Ouais, donc là vraiment, on est 4 et on fait des essais sur les plantes. ouais. Donc il y a une docteure en physiologie des plantes, une jeune diplômée en environnement, moi. Et on s'amuse bien. Et on fait des essais, on essaie de faire des choses chouettes pour les clients et les clients nous adorent. Ils nous passent des commandes. Qu'est-ce qu'on peut faire de chouette avec les Avec les plantes, on peut les soigner pour remplacer la pulvérisation avec la micro-injection ou des méthodes plus douces. On est en train de prendre un virage. C'est une boîte qui faisait des tests phyto. Donc on est en train de la réorienter dans des conduites un C'est peu pas vert, raisonnées. là tu nous parles d'écolo, mais c'est pas vert. Oui, mais pourtant pourtant ce bleu, il est dans notre logo. J'espère que ce n'est pas écolo radical. Hein. Ça va. Non, mais c'est écolo quand même. C'est dans l'environnement. Non, on n'est pas. Non, on est. Bon, alors, Yann, notre petit jardin Ouais. s'inscrit comme bêta-testeur Ah oui. des produits. Pour la chenille processionnaire. Par exemple. La chenille processionnaire, oui. ça marche super bien. Tu Oh, non, injectes. moi, alors, Et pendant j'ai 5 ans, pas t'en as trop plus. ça Ça marche super bien. Oui, mais ça, Ouais. Mais c'est un c'est en cours qu'on voyait pas d'homologation. avant, hein. Ah, Voilà. Et nous, on teste ça. Et on met les stampilles. Et c'est où? C'est au Fagé. Enfin, maintenant, c'est à ça, Cambrai. toujours au Fagé. T'as pas bougé. Et je quitte le Fagé, je deviens Anfien Tarnais. Oh, tu quittes le Fagé? De toute une vie Tarnais, en fait. Si, on travaille dessus. Il est déjà. Ah, bah tu donnes à Hélène. Elle a apporté du melon. Oui. Parce que moi j'y mets pulvérisation de verre, mais je sais pas si c'est pas du préventif vraiment. Oui. On va tester de l'injection et de la. C'est en bouteille. Bah, c'est pas un arbre, un panier. Yann. C'est une. J'ai rassemblé ce Une que graminée. j'avais qui Donc pouvait ça faire. rose par en haut. Mais moi, j'ai Et ça beaucoup ruisselle. de Et ça ruisselle. vaisselle. Je sais pas vraiment la différence entre un arbre et une Dans notre graminée. Dans ton jardin C'est le compost. C'est le compost. C'est la biodiversité. Tout garder. Voilà. Bon, allez. Et je suis très heureux. Et j'aime bien les petites boîtes. Et je refais un petit peu d'ingénierie comme je faisais à Vision 3D. À faire des prototypes d'injecteurs. Ouais, j'ai besoin de quelque chose. Ah oui, des injecteurs.
injecteur pour les arbres. À Saint-Oran. Voilà. Ah, est-ce qu'il y a Voilà. Ok, bon. C'est beau. Super. On passe à la suivante. Je vais les sortir. Claudine. Pardon, je Hélène, t'écoute. elle c'est pas pas des Claudine. Elle est venue un moment. Alors, Oui, c'est pour ça qu'elle est là. elle aurait peut-être un irrésubiable. Je pense qu'il y aurait beaucoup de témoignages. Mais son parcours a largement accompagné le mien, donc je en parlerai tout à l'heure. Ok, donc moi je suis à la retraite depuis 12 ans, j'ai 2 enfants, 5 petits-enfants, un arrière-petit-fils. Et après Vision 3D, je suis allée travailler chez Realix à la Beige, dans la pépinière d'entreprise. Après on a grossi, on a grossi, on a grossi. On a été racheté en 2003 par la société Altran à Paris. Et on a déménagé à Blagnac et j'ai terminé mon parcours là-bas. Non, j'ai demandé à partir. J'ai demandé à partir parce que c'était trop lourd entre les CE, DP, CHSCT, c'était beaucoup trop lourd. Et j'ai terminé comme DRH et à la fin je faisais 1800 payes chaque mois. Bon, j'étais pas seule. C'est un métier dangereux, DRH. Oui, j'ai vu ça la semaine dernière. Et voilà, je suis contente d'être à la retraite, quoi. Voilà. C'est parce que tu les toujours Realix Altran Blagnac. Oui, non, c'était Altran. C'était Altran, d'accord. Mais pas changé quoi. Est-ce que tu as connu Claudine Yax? Oui. Ouais. Ah ouais. Ah non. Je suis assez copine avec elle. Ah ouais. Claudine, est-ce que tu as connu Nicolas Dad? Ça me dit rien. Ah mais attends, Dad, mais si. Il a pris la direction d'Altran. Oui, mais Il est jeune, hein? Ah ouais. C'est pas une branche d'Altran qu'il a fait, c'est Altran Sud-Ouest, c'est pas sûr. Ah ouais. On visite là, on visite. Hein. Oh bon, allez. Alors, Thierry. Oui, c'est pour ça que je suis partie, parce que j'ai allé en colère. Thierry, mets-toi Céleste. Entrez, hein, viens mettre là. C'est toi, moi, Thierry. Je dis quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il est Donc, moi, pas grand chose. Non, j'essaie de perpétuer l'œuvre de Michel. Voilà, et ça m'a pris très très longtemps. Et c'est pas terminé. Et c'est pas terminé. Voilà. Donc ça représente quoi? Ben ouais. Mais moi je la connais pas l'histoire. C'est lui qui pourra représente quoi maintenant? Ça représente quoi? Ça représente 60 personnes, un truc comme ça, plus 2 filiales, 3 filiales. Voilà, mais c'est des petites boîtes, c'est une petite structure encore. Des agents dans le monde entier. Ouais, c'est vrai. Non, au Brésil. C'est intéressant la question de Béat. C'est quoi avec les lasers? Avec le laser, on fait du contrôle, enfin de l'inspection, du contrôle qualité, essentiellement, aujourd'hui. Sur quoi? Sur tout type de pièces, surtout automobile, aéronautique. Au millimètre près, enfin au dixième. On n'est plus au millimètre, non. Au micro, ça marche un peu mieux. Près. On les vendrait pas. Alors c'est à combien près? Je sais pas, on va dire quelques centièmes. 1 centième, non. Ouais, 10 centièmes. Un centième, 10 microns. Toujours sur le même principe. Un faisceau plan ou un faisceau... Faisceau plan, ouais. On est resté fidèle au faisceau plan. Michel. Il ressemble à quoi? Il y a toujours le capteur. Tu vends toujours le capteur. Il ressemble à un truc design. Ils sont designers peut-être. Par un artiste. C'était une partie, c'est vert et gris. Oui, il y a 300 différences là quand même. Est-ce que le laser a un plus par rapport à la stérogrammétrie? Le fait d'avoir deux caméras. Oui, parce que les caméras sont beaucoup améliorées et tu as une meilleure précision. C'est deux procédés différents. Ouais, mais en précision. Non, les lasers c'est plus précis que les caméras. Ouais, je pense. Bah oui. Ouais, parce que la caméra, tu fais une photo. Information importante. La dernière acquisition. Ah oui. Rappelez-vous. Rappelez-vous. On a racheté la société Eurotech, qui était détenue par Jean-Marc Prat, MFO. Le numéro 2 de MFO. Ah, ça c'est Et chez MFO, qu'est-ce qu'on en a bavé quand même. C'est grosse bécane, dis donc. Moi, j'ai entendu plein d'histoires après. Je pourrais raconter des trucs. Qu'est-ce qu'ils en avaient fait chez MFO? Quand je suis parti, je me demandais toujours qu'est-ce qu'ils avaient pu faire. Ah, j'en sais rien. Je sais pas. Chercher le micro. Mais il y avait aussi, c'est avec eux qu'on avait le contrat chez Peugeot. Ouais. Et donc ils ont dû souffrir là parce que sans nous après le contrat il n'existait plus quoi.
Alors, C'est que Boxberger, ce que je sais, c'est Ouais. Boxberger. Boxberger, qu'est-ce qui est devenu Boxberger, en fait, quand ne filme pas parce que ça va sur les réseaux, c'est naze. Non, non, mais Non, mais Le seul réseau où ça va aller, faut c'est que tu ici, mettes en- là, c'est présent. Rien de confidentiel là maintenant. Alors quoi Non, mais il y a- Non, alors la vie privée. absolument rien dit. Bah, la vie est belle, hein. Je me plains pas. Tout va bien. Limoges. Ouais, Limoges, hein. Limoges toujours. La vie est belle à Limoges. Ça va, ouais. Ah, c'est bien. Tranquille, hein. Elle est tranquille. Ah oui. Il n'y a pas d'échappée. Pas aussi belle qu'au Brésil, mais Tu- bon. Où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu habites à Limoges? T'es dans quel coin? Saint-Junien. À Saint-Julien, c'est Ouais. un coin plus sympa. Ouais, 30 km, demi-heure. Bon, allez. Enfin, Alors, c'est Raphaël, plus mon allez. tour, j'ai Non, mais Ah non, 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 Raphaël, non, 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 tu vas pas t'échapper. Ah non, non. j'ai pas séduit. Raphaël. Ben moi, je suis partie à Limoges, après Vision 3D. Ben oui, tu avais suivi. Et puis j'y suis restée jusqu'avant le truc que t'as pas raconté. Je suis revenue à Toulouse en 99. Donc je sais pas ce qui s'est passé après. Et donc j'ai travaillé dans une boîte qui s'appelait Access Commerce. Qui Je me souviens de ça. Et on connaît qu'Access Commerce de la Belge, hein, c'est ça? À la Belge. C'est ça. Alors je sais pas ce qu'elle est devenue maintenant, mais elle est rentrée en bourse. Ah ouais. Ah ouais, Elle est rentrée en bourse en 2000. D'accord. Et j'ai eu des stock options. T'as gagné des sous avec. J'ai eu des stock options Voilà. qui valaient, je les ai eu gratos, et elles valaient 19 €, je crois. Sympa ça. Et elles sont montées jusqu'à 200 €, un truc comme ça. D'accord. Est-ce que tu les as vendus au bon Non. moment? Et je suis restée 4 ans et j'ai été licenciée, licenciement économique, parce que les boîtes qui rentrent en bourse, enfin l'action a chuté. D'accord. Et mes actions, elles valaient 1 €. Je les ai jamais touchées. Voilà. En fait, virtuellement, t'étais riche. Voilà. Ça, c'est très bien là. Au moins, hein, faut l'avoir connu. J'ai C'est eu des parfait. stock options. L'aventure Weston, elle a C'est là où tu t'aperçois que finalement, ça sert à rien. Et ben voilà. C'était du. Mais il y en a qui les Quelle année, ont vendus. ils avaient déposé le bilan très haut D'accord. à Limoges. Et alors, Steria? C'est là que t'as repris, toi. Ouais. Et ben après, 2002. en 2004, moi je suis rentrée chez Weston, ça Sopra. Non, Stopra. Voilà. Pas Steria. Oui, Pas c'était Steria, au il y a- service. Chez qui t'en as pas repris? Et, Voilà. voilà. Et j'ai travaillé pour Airbus dans plusieurs services d'Airbus, Ok. l'embarqué puis les essais en vol. D'accord. Et après j'ai travaillé pour la DTI, enfin la DGAC, la navigation aérienne. Ah ouais, t'as travaillé pour Ouais. eux? Ah, ils sont rigolos, eux, hein. La Eh DGAC. ben, ouais. Ah là là, ça, oui, ça c'est très rigolo, la DGAC. Tu faisais quoi là Là, alors. Et ben, peu ouais, sur alors les- d'abord j'étais dans une AMOE, ce qu'on appelle, c'est-à-dire on développait des produits, enfin les logiciels des contrôleurs de vol. Parce que pour vérifier que les avions ne se rentrent pas dedans, enfin ceux qui sont dans les tours de contrôle. C'était à quelle époque? Ça s'appelait ODS. C'est à quelle époque ça? On sait déjà Alors, les ça prémices de c'était l'IA, ça. avant le Covid. Avant le Covid. Voilà, juste juste avant le Covid. Et puis après il y a eu le Covid. Oui. Et donc, il n'y avait plus de boulot chez Airbus, il n'y avait plus de boulot dans la navigation aérienne. Alors, à Sopra, on a racheté Steria, donc ça s'appelle Voilà. Sopra Steria maintenant. Et on a récupéré du boulot des autres régions. Et alors j'ai travaillé pour les portails d'entreprise Ouais. où on met les déclarations sociales, les trucs comme ça. Donc, parce que ils digitalisent tout au secteur public, donc j'ai travaillé sur ces trucs-là. En tant que développeur, moi le développement, je ne veux plus en faire, hein, ça me gaffe. Enfin, voilà, j'ai dit je ne veux plus en faire. Et maintenant, je travaille pour Pôle emploi. Et en tant que on appelle ça business analyst en tant que fonctionnel, voilà. D'accord. Et voilà. Ça doit Toujours pas être sur plus- les portails C'est passionnant ça. Alors. C'est mieux que le développement. j'ai Quand t'as plus envie de faire du développement, c'est mieux J'ai que le un développement. deuxième.
j'ai un deuxième emploi en fait. Ça, c'est c'est que important. je suis au CSE, mais côté syndicaliste. Ah, En fait, je suis représentante du personnel et c'est plus intéressant. c'est, enfin, il faut qu'il y en ait qui le fassent quoi. Ouais. Je te rejoins, c'est l'horreur. C'est une horreur. Voilà. Ça te bousille une société, ça je regrette. Ça te bousille les gens aussi. Oui, aussi. Voilà. Ah ouais. Et par contre, nous, c'est 13 000 personnes et les Ah CSE, c'est à Paris. Et donc, j'y vais une fois par mois. oui. Ah oui, et là, d'accord. j'en reviens. Voilà. Fatigué. Bon, Je suis épuisée. et tu as quand même une troisième activité très importante. Le violoncelle, ouais. Parce que c'est grâce à ça qu'on a retrouvé Raphaël quand même. C'est bah, grâce à son ouais. violoncelle. J'ai jamais arrêté d'en faire. Et... Super, bien, c'est bien. C'est super. Mais par contre, moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. Alors, je sais pas Ah comment bah, vous m'avez retrouvé. Mais je t'ai expliqué. Bah Je oui, t'ai expliqué. Je suis tombé sur un article. Mais alors, mais totalement par hasard sur la dépêche. On avait oublié, on a dit, bon, Raphaël, on la retrouvera jamais après 2 mois, terminé. Aucune nouvelle. Et puis un jour, je me balade, je suis, je sais pas, à la quête de je ne sais quelle information, je passe sur la dépêche, et je croise un article sur une diva qui fait du... Ouais, blog c'est la shopping. diva de l'Aveyron. La diva de l'Aveyron, Ah ouais. papa. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait la diva de l'Aveyron? Je regarde, là. Alors je vois un pianiste, machin, un petit orchestre autour d'elle, la photo, papa. Le texte en diagonale, tu vois la lecture, mais vraiment vous. Et là, Colin. Colin? Bah. Je regarde la photo, Colin, c'est quoi je trouve pas de tête qui ressemble à Raphaël Colin, c'est pas possible, quoi. Je m'énerve, je clique sur la photo, je m'énerve, je clique sur la photo, et la photo elle sort, boum, et là elle est intégrale, alors que sur l'article elle avait été coupée. Et là sur la gauche, qu'est-ce que je vois? J'ai une petite tête, ça me rappelle quelqu'un. Caché derrière le C'est Raphaël Colin, mais tu n'as que la photo. Donc faut contacter la diva elle n'est pas joignable. Bon, la diva elle joue avec un orchestre, alors je cherche des informations sur l'orchestre, et je tombe sur le pianiste qui lui a un site internet sur toute son activité de pianiste et tout ce qu'il a accompagné comme artiste, etc. Et en bas, il a un numéro de téléphone, il a un mail, et je l'appelle. Et je lui raconte l'histoire. Alors au début, le type est un peu surpris. Je lui dis, ne vous inquiétez pas, je ne vous demande pas. Je ne vous demande pas ses coordonnées. Et Philippe, cherche le bouton off. Bon alors voilà. Donc c'est comme ça que j'ai retrouvé Raphaël. Merci d'avoir parlé à ma place parce que C'est ça l'histoire. Tu m'as pris mal là. Tu comprends? Mais il n'a pas fait son speech C'est pas encore. ton tour va arriver. Tu vas pouvoir parler après. J'arrête, je vais me mettre à écrire. Ça j'ai dit. Allez, on va passer à Bertrand, merci. Merci à Bertrand. Bon, bah, Philippe aussi. Donc d'un point de vue professionnel, après je suis passé chez Siemens pour faire tout ce qui était alors 2 activités principales, le capteur de cliquetis et le surmoulage. Ah ouais. Capteur de cliquetis dans les voitures? Ouais. Pour le monteur. Donc en fait on a repris une petite extension de Siemens qui venait de Nuremberg et on a développé le marché là-dessus. Bon, ça c'est pas mal bien goupillé. J'ai passé des commandes d'équipements lourds quand même pour développer toutes ces productions. Pas à toi. Ma pomme. Mais donc, alors Philippe, toi tu avais connu Cereja. Bah oui, mais c'était à un moment que tu passais les commandes de capteur de cliquetis, je m'en souviens. Microsystème? Oui, Microsystème, voilà. C'est moi qui l'ai créé. Il me semblait bien qu'il y avait une liaison. Et c'est Réja, c'est moi qui l'ai embauché. Ah d'accord. Bon, donc créature aussi. Alors là-dessus j'ai fait un équipement qui était quand même intéressant puisqu'il n'y avait absolument pas de système central. Tout était chaque petit vérin, chaque petite fonction fonctionnait en fonction de l'état de ce qui l'entourait. J'étais visionnaire à l'époque. Oui, bon, enfin bon, ça n'a pas trop marché. Enfin, ça a marché, la machine a quand même duré 10 ans, donc ils ont appelé ça autobus et tout, mais bon, c'est pas dans l'esprit de l'industrie automobile, quoi. C'est dingue pourtant, parce que c'était quand même super ingénieux. Enfin bon, il y avait quand même des trucs, hein. On t'appuyait sur le bouton marche de la machine pendant 3-4 minutes,
t'entendais des trucs qui se passaient là, mais il se passait rien du tout quoi. Je Et après, ça a démarré. J'ai réfléchi. Bah, tu sais, le temps que tous les jetons soient passés d'un côté à l'autre là. Enfin bref, bon donc ça c'était un projet intéressant. J'ai eu pas mal de projets intéressants et après on a monté une extension au Mexique pour le marché américain. Donc je suis parti là-bas. Alors là-bas, par contre, on partait de zéro. Quoi, hein. Là, c'était, moi, je suis arrivé, j'étais tout seul. Il y avait le plancher et puis c'est tout. Quoi, hein. À quel endroit au Mexique? Comment? À quel endroit au Mexique? Juárez. À la frontière. À la frontière, oui. Ah, les maquiladores. Le trafic de drogue, Ouais, j'en parlerai après. Intéressé, il a des adresses. Ils ont tourné Breaking Bad. Il y a de la bonne. Il y a quelques équipements qu'on a fait venir de France et puis beaucoup d'équipements qu'on a achetés sur place ou qu'on veut développer sur place. Puis on a fini par faire une usine qui tenait la route. Hein. On produisait quelque chose comme 30 000 capteurs de cliquetis par jour. Cliquetis, c'est le petit bout. Non, mais je vois ce que c'est, un cliquetis, mais le cliquetis comme peu auquel on s'intéresse, c'est quoi? Le cliquetis, c'est ce qui dans une voiture fait que on cherche à être à la limite du cliquetis. Donc c'est-à-dire que le cliquetis, c'est la détonation. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une propagation de l'explosion de la combustion du carburant, on a tout qui pète en même temps. Okay. Et quand ça se passe, ça bousille les pistons, et donc on cherche à l'éviter. Par contre, plus on est proche du cliquetis et plus on est performant. Voilà, donc c'est d'où l'intérêt du capteur. Alors on est parti de pas grand chose, puisqu'à Nuremberg c'était du copinage entre Allemands. Je veux dire, c'était vraiment de... Bon, ils étaient copains quoi. Et puis 10 ans après, on était quand même les premiers mondiaux à faire on avait 80% du marché mondial. De ce capteur-là. Du capteur de cliquetis d'une manière générale. Il faut savoir qu'il y avait des capteurs de cliquetis. Alors ces capteurs de cliquetis, je me souviens plus trop. C'est du piezo, non? C'est un piezo. Mais tu as deux types de capteurs de cliquetis. Tu as le capteur de cliquetis résonant et le capteur de cliquetis large bande. Donc nous on faisait du large bande et le résonant, c'est ce qu'avait Renault à l'époque. Mais ça a été abandonné. Bon, voilà. Bon, et donc j'avais aussi la responsabilité de tout ce qui était surmoulage plastique. Et voilà. Et j'étais au Mexique. Alors, le Mexique, c'est terrible. Tu t'y es plus ou pas? Extraordinaire, c'est fabuleux. Ouais. J'aurais jamais dû partir de là-bas, mais bref. Mais voilà. Donc le problème du Mexique, c'est les femmes. Ah, ils cherchent des Européens, c'est ça? Non, pas spécialement, mais c'est vrai que... Bon, enfin bref. Donc, alors, à cette époque-là, j'habitais à El Paso, donc côté américain, et je passais la frontière tous les jours pour aller au Mexique. Ah oui. Ah oui. Et bon, avec le passage du pont, c'est une heure tous les jours au retour. Ah ouais. Quoi, hein. Ah oui, là, les Américains, ils te filtrent. Hein. Ouais. Et donc dans la vie personnelle, il y a eu des aléas, on va dire. Ma femme est rentrée en France. Elle a demandé à divorcer, donc comme nous étions officiellement résidents au Texas, on a divorcé au Texas. Ah ouais. Et puis bon voilà, et après donc j'ai quitté Siemens parce que il y avait des problèmes de visa. Bon, ça aussi c'est des histoires. Et puis je préférais être au Mexique. Et donc là, avec un copain, on a monté une boîte qui faisait de la découpe de cuir pour les sièges automobiles. Okay. Alors il faut savoir que là-bas, alors c'est... Jet d'eau, laser ou quoi? Non, ça c'est pour les photos. Mais sinon c'est des formes en... c'est des formes. C'est des formes et on presse, hein, parce que le laser ou le jet d'eau c'est pas suffisamment rapide. Hein. Faut voir un truc là, c'est que il y avait une boîte, je crois, qui recevait 8000 pots de vache tous les jours. D'accord. Wow. C'était pas Weston. Non, je me souviens plus du nom. Enfin bref, je veux dire, c'est impressionnant le débit qu'il y a, hein, évidemment, dans ces boîtes là-bas. Là,
l'industrie automobile, c'est extraordinaire. Et donc ils font tout le processus, ils tannent, et puis nous on amenait les outillages de découpe, et les outillages de découpe ils s'usent, donc en permanence on fournissait ça. Et donc là j'étais avec mes filles et ma soeur. J'ai une petite sœur qui a l'âge de mes filles, qui s'entendait pas bien avec mes parents, donc qui est venue vivre avec nous au Mexique. Et puis à un moment donné, il a fallu que Laure, la plus grande, retourne en France. Elle avait les diplômes américains. Donc elle n'avait pas de bac, elle n'avait rien du tout, quoi. Et donc bon, malgré tout, heureusement j'avais des connaissances à la fac de droit et j'ai pu la faire rentrer en première année. Et petit à petit, toute la famille s'est retrouvée en France. Et donc je suis revenu en France et ça c'était en 2006. Donc au bout de 10 ans du Mexique. C'était arrivé pas loin, pas longtemps après. Et là donc je suis allé voir quelqu'un que je connaissais, et donc je suis rentré dans une petite boîte, Synergect. J'étais content, on était une cinquantaine de personnes, etc. Et on a développé un produit pour les contrôles moteurs, donc qui contient le boîtier papillon plus l'électronique. Et le but c'était de le fabriquer en Chine. Donc il fallait monter une boîte en Chine. Ah oui, c'était à l'époque. Donc je suis parti en Chine. Et je suis resté là-bas pour pareil, on est parti d'un plancher vide et aller chercher les équipements, aller chercher les fournisseurs, certains équipements qui ont été faits à Toulouse avec sur l'automation entre autres. Et, ah oui, Hérode aussi. Oui, bien sûr, Hérode, technologie. Pensagel, Hérode. Voilà. C'est ça là. Ça y est, tu arrives? Oui. Et donc 6 mois en Chine d'affilée, avec des petites sorties en Corée pour les histoires de visa, pour l'histoire de tampon de visa, parce que tu peux rester 3 mois consécutifs. Ah ouais, à chaque fois tu retournes. Ouais, mais la Corée c'est à côté, hein. Je veux dire, là, j'avais 1 heure de vol, c'est comme d'aller à Paris. Ils peuvent pas te faire ça en Chine, faut que tu y ailles, ok. Wow. D'accord. T'es habillé quand même. Oui. Sur Shanghai Shanghai? Oui. Non, j'y suis allé, mais... Non, mais t'étais où en Chine? Ah oui, alors Changchun. Changchun, c'est dans le nord de la Chine. Ah. Alors, bon, c'est quand même un gros pôle industriel. Shanghai, c'est devenu un pôle commercial. Maintenant, il n'y a plus tellement d'industrie. Toute l'industrie est partie sur Oui. Mais les salaires sont trop loin. Et voilà, donc... on a fait la Chine, on a fait le produit qui se vendait bien, on vendait 500 000 par an. Oui, quand même. Le contrôle moteur, donc on était contents. Attention là. Ah d'accord. Qui a le verre vide et qui en veut? Et bon, ça a duré un certain temps, et puis ensuite on est passé à la génération suivante. Là j'ai redéveloppé une ligne de production. Toujours en Chine. Mais cette fois-ci avec toujours en Chine, en partie en Chine, avec des équipements faits en France. Les gros équipements ont été faits en France. D'accord. Avec des sociétés merdiques. Merci. Ah oui. Ah bon. Et les sociétés françaises ou chinoises? Sociétés françaises merdiques. Ouais. Ah ouais. Merci. Bon, je veux dire, bon, des problèmes, quoi. Il a fallu, je veux dire, j'ai fini par avoir honte, quoi. Moi, je poussais pour avoir des sociétés françaises. Et ça ne tenait pas la râpe devant les Chinois? Devant les Chinois, encore ça allait, mais le problème, c'est que par la suite, il y a eu les Indiens, et là, ça n'est plus tout le... Plus strict. Voilà, c'est-à-dire que là, ça devenait ridicule. Parce que les Chinois, ils parlent pas bien anglais. Mais les Indiens, les Anglais, les Indiens, ils parlent super bien anglais. Les conneries ne passent plus. Voilà. D'accord. Et donc, à l'occasion de ce nouveau développement, j'ai développé une machine de mesure de débit d'air
Alors, c'est des bimassiques. Bon, ça a l'air de rien comme ça, mais enfin en attendant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien sur le marché qui existait vraiment et qui soit capable de le faire de manière précise. Et il faut savoir que dans le monde du deux roues, ben, on a besoin de précision sur les réglages des boîtiers papillons. On a des réglages qui tournent aux alentours de, bon, je donne des chiffres, là, plus ou moins 0,1 kg/h. Donc tu as monté la boîte? Comment? Tu as monté ta boîte avec ça? Ah non, 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 non. Ah non. Oh là. Attends. Là, c'était un capteur de production, hein, uniquement. Oui, c'est des grosses machines quand même. C'est pas embarqué sur le... Ah non, non, non. C'était pour la fabrication. Moi, je fais tout ce qui est ligne de production. D'accord, ligne de produit. Ouais. Bon, je touche un petit peu au design du produit, mais l'essentiel, c'est la ligne de production. Et donc, à l'issue de ça, on a décidé de continuer en Inde. En Inde, il y a un gros marché de deux roues. Donc, Delhi, Bangalore, Pune, Mumbai. Oui, partout. Il n'y a pas Calcutta, il n'y a rien là-bas. Non, mais c'est Bangalore qui est le plus sympa, non? Oh, Pune, c'est bien, moi je trouve. Hein. Ouais. Ouais. Mais bon, le problème de l'Inde, enfin, oui, si l'Inde, c'est bien. C'est magnifique. Ouais, mais alors, par contre, les déplacements. Ouais. Bah, en train. Non, en avion. Non, non, en Sur le voiture. toit du train. Ah, en voiture, oui. Et un bus. Le bruit. Et donc, ça va. Voilà, 5 lignes de production, donc 5 millions de pièces par an. Ah ouais. Donc, 10 fois plus. Ah oui, oui, alors la Chine, pour ça, ça vaut rien. Quoi. Je veux dire, la Chine, c'est bien les bagnoles, mais le deux roues, là, c'est... On n'a jamais eu de client en Chine. Ah ouais. On a fait l'usine en Chine parce qu'on s'est dit c'est le gros marché pour le deux roues. On n'a jamais eu de client en Chine. C'était que des... Ils sont passés du vélo à la voiture. Taïwan. Taïwan, c'est Kimco et Sanyang. C'est l'essentiel de nos achats de ce qui sort de Chine, quoi. Hein. Et il n'y aurait pas eu Taïwan. On va gérer. Ah ouais. J'étais à Taïwan, j'étais 2 fois à Taïwan et c'est impressionnant effectivement, tout se fait en deux roues. Mais alors T'as vu ça? Ouais. Il faut voir ça, quoi. C'est inimaginable. Ah ouais. Ouais. En Inde aussi. C'est une culture. Hein? Moi, je me rappelle en Inde, les livreurs d'œufs. Ah oui, ah oui, oui. Bon comme ça, devant le chef et encore. Tu as vrai un peu là? Oui. J'ai fini pas Oui. Mais Bon, nous, si on ce n'est était que, comiques. T'es toujours en activité? Je suis toujours en activité, j'ai eu des problèmes de santé il y a bientôt 2 ans et j'en sors tout juste aujourd'hui. Aujourd'hui, Tu en sors. Aujourd'hui, il a eu un diagnostic favorable aujourd'hui. C'était le dernier. Pas de diagnostic, c'est le dernier traitement que j'ai fait aujourd'hui il y a 2 heures. Oh, cool. C'est bien. Ah, Bien. très bien. À ta santé. C'est bon, ça, oui, allez, absolument. Oui, bon, ben, je vais boire de l'eau. Mais c'est aussi bon, hein. Bon, t'as raison. Bon alors, Ça doit être... on va passer à Béate. Parce que Béate, elle a été employée de Vision 3D. Pendant une petite semaine. Ah, une semaine, d'accord. Bon, il y a eu 2 fois, non? Ah si, quand même, Non, je crois qu'une fois. une chose que je dois rajouter. J'ai divorcé au Texas, mais j'ai gardé ma femme et je suis toujours avec elle. Ben voilà. Ben voilà, c'est pas banal ça, oui. Donc on est mariés et divorcés. J'ai jamais fait valider le divorce en France. Donc Ah. Nous, on a fait la même chose. Sauf que, pour simplifier, on s'est jamais marié, donc on n'a jamais eu besoin de divorcer. C'est vrai que si on peut le voir comme ça, c'est pas mal. Ouais. Bon allez, quand même, on va continuer parce qu'on n'y arrivera pas là sinon. Allez, Béate. Mais moi, rien de spécial. Hein. Après Vision 3D. Je suis rentrée dans l'éducation T'es revenu nationale. à l'école, c'est ça. Voilà, exactement. Ça m'a plu pendant de nombreuses années. Par contre, à partir de à peu près 60 ans, ras-le-bol complet. J'ai tenu jusqu'à 65. Et là, j'ai fermé. Je suis partie et je suis très contente d'être à la retraite. Voilà. Bon, très bien. Super. Francis? Alors, donc, sortie de Vision 3D. Donc, je suis parti au Brésil. Je suis parti un mois au Brésil. J'avais des velléités d'aller travailler au Brésil. D'émigrer, oui. Ouais, tout à fait. Et bon, à l'époque, c'était pas économiquement, c'était pas terrible.
Et je me suis rendu compte que bon, c'était pas le moment, quoi. Enfin, en tout cas, voilà. Donc je suis rentré et j'étais à Vision 3D encore quand je suis parti au Brésil. On a négocié un départ et j'ai fait l'ENSET. Voilà. Donc j'ai fait une école d'ingénieur pendant 3 ans. Je dis toujours, quand je suis rentré en école à l'ENSET, il y avait 10 places pour un ingénieur. Quand j'en suis sorti, c'était l'inverse. Ça n'a pas duré longtemps, c'était la guerre du Golfe et ainsi de suite. Et donc, il n'y avait pas de boulot. Et donc, du coup, je suis parti à Pau dans une petite société. Trouvé de boulot en sortant de l'ENSET. Enfin bon, j'ai trouvé au bout de 6 mois. Ça dépend de l'époque. Ouais. Ça dépend de l'époque. C'était la guerre du Golfe, c'était voilà, c'est un peu comme la période du Covid. Oui. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps, c'est vrai. Mais bon, du coup, c'est Hubert qui m'a trouvé Tu connaissais Christophe Durtel? Oui, Christophe, oui. Un gars qui travaillait dans cette société, un bureau d'études en automatisme. À ski. Voilà. Et donc à Pau, voilà. Donc on a vécu 3 ans, nos enfants sont nés là-bas. Et puis la société commençait à battre de l'aile. Et donc je me suis dit, je vais me lancer. Bon, j'avais vécu quand même 2 ou 3 sociétés qui n'allaient pas très bien avant. Mais bon, je me suis dit, je me lance. Et donc j'ai créé ma société à la Béginopole, au Prologue, chez Basillou, puisque je connaissais, la preuve. Ouais, je suis allé voir Basillou et je lui ai dit, voilà, je veux créer mon entreprise, je suis tout seul. Bon, ok, très sympa. Et il m'a accueilli, il m'a donné un bureau de 30 mètres carrés. J'ai commencé comme ça. Donc en automatisme et informatique industrielle. Petit à petit, bon voilà, j'ai les clients, les affaires, les projets, les délais, et j'ai commencé un peu à embaucher. C'est vrai qu'au départ, j'étais parti pour être plutôt un consultant, enfin en tout cas un indépendant en automatisme. Je ne me voyais pas vraiment grossir en tant que société. Mais bon, les choses se sont faites petit à petit. J'ai embauché des gens comme Gilles Delecourt. Je ne sais pas si certains ont connu Gilles Delecourt, voilà. Bon, Gilles est toujours chez Altitem. Moi j'y suis plus, mais Gilles est toujours chez Altitem. Et bon voilà, et après donc on a fait un développement. Alors rapidement, après je me suis un peu spécialisé, donc on développait, enfin juste pour, je ne vais pas rentrer dans la technique trop, mais on développait sur les automates programmables, c'est des PC vraiment industriels avec beaucoup d'entrées-sorties. Et rapidement, j'avais développé un système, et Gilles m'a aidé pour ça, de validation de parties opératives. En gros, et pour qui? Pour EDF hydraulique, c'est-à-dire pour les barrages, les centrales, les prises d'eau, tout ce qui tourne autour de l'énergie hydraulique. En fait, sur des PC, on simulait des crues décennales, centennales, voire millénales, c'est-à-dire qu'on arrivait à simuler en fait un certain nombre de capteurs pour faire voir à l'automate, faire croire à l'automate qu'il y avait une crue, et à ce moment-là, on enregistrait tous les résultats, tous les stimuli sur l'automate. Et ça a beaucoup plu à EDF, et c'est vrai que là, ça a été une voie royale pour démarrer mon activité. Petit à petit, donc voilà, on s'est développé. Oui, on était vraiment sur des clients assez importants. Un soir, c'était un vendredi soir comme ce soir, un appel de la DGA, on a un automate programmable qui est planté, le CEAT là ici à côté. On a un automate qui est planté, est-ce que vous savez faire? Oui, bien sûr, j'arrive. Voilà, la DGA, ça a été le 2e gros client d'Altitem. Plusieurs années après EDF. Quoi. Donc voilà, on est monté petit à petit, donc j'ai déménagé les sociétés, enfin la société, on est toujours resté à la Béginopole. Voilà. Et donc jusqu'à être 20 personnes, on atteignait à peu près les 2 millions de chiffre d'affaires. Ça marchait bien, on faisait plus de 20% de résultats nets, ça marchait très bien. C'est un domaine qui était sympa et sur lequel il y avait vraiment de l'activité. Et j'ai cédé l'année dernière, j'ai décidé de vendre la société, voilà, et donc bon, ça s'est fait assez rapidement, en quelques mois ça s'est fait. Et maintenant, je profite d'une retraite. Alors d'une retraite, non, parce que j'ai pas encore l'âge, j'ai que 60 ans. Donc, et tu gères ton cash. Enfin, en tout cas, voilà, donc je m'occupe, mais bon, voilà, j'ai vraiment pris du recul. Bon, j'avoue que Altitem, ça a été 25 ans de ma vie, j'avais fait un peu le tour. Il y a eu des hauts et des bas, je ne vais pas raconter, bon voilà, vous imaginez. Voilà, donc on est passé 2 ou 3 fois à côté de la faillite, puis on s'est redressé chaque fois difficilement, mais on a réussi, et puis voilà. Et puis la fin a été super, j'avoue que même le Covid, tout ça, ça a été des époques extraordinaires pour nous. Le Covid, c'était extraordinaire parce que l'énergie, il fallait à tout prix produire, donc EDF nous alimentait, voilà, on n'a pas fait du tout quasiment de télétravail, enfin on a vraiment continué à bosser pendant la période du Covid parce que l'énergie, il fallait que ça marche. Quoi. Ça passe pas, oui. Voilà, donc voilà, et
Bon, et ben voilà, maintenant je gère tranquillement, mais sûrement, mes acquis. C'est bien. Ça Voilà. fait pour moi. Ah, Hubert, allez Hubert. Ah ouais, tranquille, bon ben ok. Moi je vais essayer de reprendre un peu avant parce que j'ai été quand même très latéral à Vision 3D, tout en étant à ce que je peux dire les prémices, c'est-à-dire les premières images sur un écran de la trace laser. C'était un boulot où on n'avait pas des outils extraordinaires et donc ça a été vraiment... moi c'est toujours d'ailleurs mon activité, le travail ardoire, et là on était assez épatés d'arriver à faire du traitement informatique sur ces PC de l'époque qui n'avaient pas des processeurs, c'était des 80-86, et d'arriver en temps réel quand on avait notre caméra pointée sur un objet, que c'était nous, et puis le laser qui éclairait et on bricolait nos lasers pour avoir le plan, et qu'on avait sur l'écran, on bougeait et on voyait suivre la trace. On avait fait du temps réel avec de l'assembleur, c'était Jacques-Antoine je crois qui avait fait du travail là-dessus. Après ça a été Eric qui est l'absent aujourd'hui, qui nous a amené à nous retrouver. Et donc ça, moi j'ai connu donc ce début. Après j'avais pris mon envol en tant qu'indépendant tout en continuant à travailler et pour Eurosoft, et aussi quand vous avez parlé de Peugeot, je sais que je suis intervenu sur des saloperies de capteurs qui emmerdaient chez Peugeot. Donc là j'étais parti rejoindre Eric à Paris et puis comprendre le problème et le résoudre. Et puis j'ai suivi comme ça de loin en loin les aventures de Vision 3D. Donc c'est quand même très latéral, mais je suis resté dans le matériel. Alors pour parler de moi, j'ai pas augmenté la population terrestre. Je ne suis pas responsable du réchauffement climatique de ce côté-là. Et puis par contre j'ai gardé toujours ma fibre très technique. J'ai eu des clients, on a travaillé ensemble avec Francis sur des clients assez sympas. J'ai pu comme ça intervenir dans pas mal de sites et de situations assez curieuses, et j'écoutais beaucoup ce que tu disais tout à l'heure là sur tes aventures en Chine, en Inde et tout ça, parce que j'ai vécu ce genre de situation par des interventions dans des entreprises, et parfois j'étais pas très heureux non plus de la mauvaise qualité du travail fait par des gens, quoi. J'étais surpris d'aller dans des boîtes. Or Siemens, j'ai des souvenirs de la machine Rayon X pour les capteurs, là, pour essayer de voir si le capteur il sortait de Siemens ou de quelqu'un d'autre. Parce que vous aviez des petits copieurs. Donc j'étais pas loin de toi là quand j'étais venu voir un peu ça. Chez Siemens, j'avais fait des moutons à 5 pattes. Parce que mon habitude c'est de faire des moutons à 5 pattes et même à 6 pattes, j'en ai fait aussi. Pour Airbus j'ai fait des trucs à 6 ou 7 pattes. Et puis voilà, et puis à part ça, la technique étant, et puis les clients étant presque tous des amis, maintenant moi c'est très cool. Je travaille pas beaucoup mais j'ai pas pris la retraite. Je suis dans un entre-deux. Voilà ma situation présente, c'est que je fournis toujours des petits équipements, mais à des clients amis. On va manifester ensemble, on a les mêmes slogans, ça peut aller. Voilà l'activité principale d'Hubert. J'ai dit. C'est bon. Bon, Philippe. Après, on prendra la le après, il y a Bernard. Philippe, Je me fais une cerise. moi je passerai après, on terminera par Bernard parce qu'il y aura quelqu'un qui va remplacer. Ah oui, tu m'as oublié là. Alors, depuis Vision 3D. Alors, j'avais eu cette tâche un peu compliquée Fais-le court. de tirer le rideau à Vision 3D à Toulouse pour aller à Limoges. Ça, c'était pas très cool. Et Limoges, mon aventure, moi, c'est... très vite, en fin de compte, j'allais à Limoges parce que je pouvais pas faire autrement, mais je cherchais à revenir sur Toulouse immédiatement. Les relations avec le repreneur, le sieur Lapouillade, le châtelain Lapouillade aujourd'hui, il faut dire, j'avais un peu de difficultés, beaucoup de difficultés. C'était un monsieur qui était vraiment pas clair du tout. Et donc je suis revenu au bout d'un an sur Toulouse pour intégrer Microsystème, tu as connu, avec cette équipe
de joyeux lurons. Parce qu'ils étaient souriants. Enfin, tu vois, ça changeait de vision 3D. Je m'y suis un peu emmerdé quand même. Tu es resté combien de temps? Je suis resté jusqu'en 97, 98, 91 à 98. Mais comment est-ce qu'un commercial qui est censé défricher le terrain Alors, des non, des clients non, ce qui peut non, s'emmerder? non, C'est pas possible, ça. non, il y a un moment donné, si tu veux, une vie. Tu sais, si vous êtes tous là aujourd'hui, ce soir, moi, c'est que ça me fait énormément plaisir parce que dans une vie, il y a ce qu'on t'a apporté, ta famille, tes jeunes, tes ceci, tes cela, ton éducation, mais on est tous au bout du parcours, au bout du chemin, là. On n'est pas encore au bout du chemin, mais on se tous construit grâce, voilà. Ouais, chacun, grâce à vous tous, un petit plus, un petit ceci, un petit cela. C'est évident, et ça fait plaisir de se retrouver. Microsystème, si tu veux, j'aurais pas envie de les revoir, quoi. Je vais pas organiser une fête pour les revoir. Un collet, le Ah non, collet. c'est collet, ouais. Non, mais attends, c'est Réja, triste comme la mort. Voilà. Ah oui, alors lui, par contre, j'ai toujours Rinjonneau, j'ai toujours des contacts avec lui. Lui, il est à l'aérospatiale avec un de mes meilleurs potes de. Le programmeur. Le programmeur, il est parti chez Siemens. Et Continental, il est maintenant. Il est toujours. Un programmeur de microsystème. Non, il y avait Cereja, et il y avait Patrick Rinjonneau qui programmait les modules. Mais lui, Rinjonneau, il est à l'aérospatiale, il n'est pas chez Siemens. Celui qui était avec Rinjonneau, c'était qui? Après, les autres, je sais pas. Ça continue. Ouais, ils n'étaient pas nombreux, quoi. Et là, par contre, ce qui est intéressant, c'était de développer chez eux une activité, parce que quand je suis arrivé, Microsystème était la filiale de la grosse boîte d'électricité industrielle de Collet, qui, un mois après mon arrivée, déposait le bilan. Je dis, tiens, c'est bizarre, j'ai pas de bol en ce moment. Parce que je serais le chat noir. Et Microsystème, là, il y avait par contre des ingénieurs, des mecs carrés, des mecs qui avaient fait des tas de choses, mais qui ne savaient pas présenter ce qu'ils avaient fait. Ils avaient des compétences extraordinaires. Et puis ils faisaient des bois-boîtes. Il y avait un mot chez eux. Qu'est-ce que tu fais c'est quoi le prochain projet? Oh, ben on a reçu un projet là du CNES, on va leur faire une bois-boîte. Mais attends, c'est quoi ta bois-boîte? Qu'est-ce que tu fais là? Puis au final, tu te rends compte qu'ils ont fait plein de petits équipements, qui sont des équipements de temps-fréquence, qui sont les systèmes qui permettent de synchroniser toutes les stations sol pour la télésurveillance, pour Kourou, pour etc. Je dis, mais attends, toc, toc, on crée un catalogue, temps-fréquence avec tous les produits. Et c'est ce qui nous a fait vivre pendant tout le temps où j'y étais. C'était génial. Plus le LON, avec des projets à Bertrand, là, avec ces machines qui étaient capables de produire plusieurs types de produits sur une même chaîne de production grâce au programme échelon, là. Et puis est arrivée l'époque où la boîte a été vendue à un ancien de la TECOR. Je ne sais pas s'il a connu. Un ancien, putain, je me souviens plus de son nom. En 98, c'est un des directeurs de la TECOR qui est, a priori, il est lourdé de la TECOR, mais avec un pactole. Il cherche quoi en faire, il rachète Microsystème. Et il vient avec son commercial. Ouais, alors à 98, effectivement, il y a eu plein de directeurs qui ont reçu un gros pactole, qui sont partis à 55 ans, là je le dis pour ceux qui vont être touchés par la réforme des retraites. Et ils sont partis avec des gros chèques. Donc je dois le connaître, Cave-Rivière, Gonzalez, un directeur technique peut-être. C'est pas Gonzalez, c'est pas Rivière. Si tu me dis non, je trouverai le nom, mais bon, peu importe. Donc il est avec son commercial et Collet avec une grande délicatesse. Me fait une lettre pour me dire qu'il me vire pour faute grave, alors que c'est sympa, on vient quand même de lui faire une augmentation de 40% de ses résultats nets et de son chiffre d'affaires l'année précédente. Mais Collet, il est comme ça, quoi. Vraiment, c'était une grosse pute, ce mec. Oh, tu l'enregistres et ça, tu le gardes. Tu peux le mettre sur les réseaux sociaux, tu le mets. Faut y aller, quoi. Ça, c'est vraiment. Alors, le gars, à l'époque, il était incapable de gérer ses boîtes, mais il était à la tête du patronat à Toulouse. Comme responsable communication, où il avait trouvé une sacrée super gonzesse où il changeait de parfum tous les jours, il n'en pouvait plus, quoi. Enfin, c'était un truc, Collet, mais c'était une horreur, ce mec. Alors que son père était un monsieur
C'est lui, c'est le père qui a monté la boîte. sacrément reconnu sur Toulouse. C'est quoi. le père qui a monté la boîte. Mais Collet le fils, c'était le mec qui t'envoyait fils, à l'aérospatiale pour te dire ouais, l'aérospatiale, on a breveté un truc, ils sont en train de nous le piquer, vous allez acheter un enregistreur, vous mettez un micro sur la cravate, on va monter une réunion, on va les enregistrer. Je dis, on joue à quoi là? C'était Collet, toi. Donc au bout de 7 ans, je suis parti parce que j'étais licencié pour faute grave. Et je fais la rencontre de Rigoni. Rigoni avec la synthèse vocale, que moi j'avais connu sur un projet que je montais avec Cereja, chez Microsystème pour le CNES. Et là, ça y est, j'étais restimulé, nouvelle techno, un truc qu'il faut tout créer, hop, c'est parti. Voilà. Puis 23 ans. 23 ans à Élan Informatique, qui s'est appelé ensuite Acapella. Des tas de péripéties, où on est au bord du trou, on est racheté, on est là, tac, 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 tac. Et finalement, j'ai passé 23 ans à me régaler là-dedans, à développer des marchés sur des tas de domaines. Et à la fin, quand je suis parti, j'avais même l'impression d'avoir créé ma boîte dans cette boîte. J'avais même plus envie d'en partir. Parle de Jason quand même. Il faut parler de Jason. Ah, Jason. Jason, c'est un. Ouais, non, enfin bon. Jason, c'est le petit jeune que j'ai. Avant, ils ont recruté un mec. Bon, enfin, cinquantaine. Au bout de 23 ans, je pars. Je dis, il faut que je recrute. Et là, rentre dans la même boîte, un petit jeune de 23 ans, ouais. Censé ne rien savoir faire, mais qui pipe tout. Aussitôt. Bah tiens, qui finalement prend la place de Philippe. Attends, ça va rappeler quelque chose. Ça va rappeler quelque chose à Thierry. Je commence par recruter un gars qui a les 45 balais, tu vois, qui doit avoir un CV grand comme ça, une expérience sur les marchés, qui doit tout connaître, etc. Au bout de 6 mois, je m'aperçois que j'ai recruté une C'était burne. pendant le Covid. Donc lui, comme il était toujours en haut-parleur, on est en plein toute Covid. la maison profitait des conversations. Et là, la responsable communication nous recrute un petit stagiaire qui a fait une école, Jason, qui vient à l'équipe communication. Il rentre dans une boîte où il n'y a personne, il rencontre la responsable communication, parce que c'est le Covid, il n'y a personne. Et il lui dit, bon écoute, bah, je te prends, je te fais un petit projet, je te dessine ça, voilà, puis tu prends contact avec tel, tu as 3 mois pour le faire, bon, parfait. Et puis au bout de 3 mois, le gamin, un jour, on est en réunion commerciale, monde entier, anglais, et la responsable communication vient, puis elle nous dit, bah, il y a un nouveau stagiaire dans la société, il a monté un projet, il aimerait vous en parler. Et le gars, il arrive dans une réunion, il connaît personne. 23 ans. C'est en anglais, toc, fluide. Jason, c'est à toi. Jason, il arrive, fluide, anglais, parfait. Et il commence à me dire, bon, alors les commerciaux, alors vous utilisez des outils, j'ai regardé un petit peu, mais je pense qu'on peut faire mieux. Donc j'ai commencé à chercher des solutions pour gérer vos relations clients, les informations, les demandes qui viennent sur le web, les ceci, les cela. Et on se dit quand est-ce qu'il va s'arrêter, et puis là il me dit bon alors j'ai sélectionné un produit, je l'ai déjà intégré, il est connecté à toutes vos bases, alors on va comment ça fonctionne. Et là, au bout de 20 minutes, Skype, je l'appelle le PJ, je lui dis attends, t'entends le petit jeune là, lui, on ne le laisse pas partir, hein, le stage. Puis hop, tout de suite, tac, tac. On l'a intégré. Et puis au bout de 6 mois, je lui dis mais qu'est-ce que tu veux faire, Jason? Ici, connaît il me dit moi je veux monter ma boîte. Qui suit tous ceux qui se sont c'est bien, tu vas monter ta boîte. Je dis avant de monter ta boîte, moi je te propose un truc, tu es super au niveau technique, tu es super au niveau relationnel, extraordinaire. Je dis maintenant pour faire tourner une boîte, il va falloir que tu rentres du poignon, il faut que tu apprennes à vendre. Je te propose une chose. Moi, si ça t'intéresse, tu rentres dans mon équipe, je te forme tranquille pendant 1 an, et puis tu vas voir, tu vas apprendre des choses, et après derrière, tu auras fait le tour de la question, tu pourras aller monter ta boîte. Et puis finalement, il a quand même mis 3 mois à se décider, parce qu'il voulait tout de suite partir monter sa boîte, puis il est revenu, puis il dit, bon, je vais quand même essayer. Et puis il est parti avec moi. D'emblée, tu te retrouves avec un gamin, il a 21 ans, je crois, au début quand il a commencé. 23, on va faire bon. On faisait des salons, des e-salons, parce qu'on ne pouvait plus se voir les uns les autres, hein. On faisait des e-salons,
Jason, il a tout préparé, t'as ouverture du salon. Une demi-heure après, il m'appelle, il me dit c'est bon, je suis rentré dans leur système, j'ai pompé toutes leurs bases, on a tous les contacts, on va screener. Et je balance mes mails. Il avait déjà préparé tous les mails à envoyer aux mecs, selon les secteurs d'activité. Et il y avait un concours d'organiser sur le salon. Celui qui avait le plus d'interactions sur le salon pendant les 3 jours. Il a eu un prix pour ça. Et Jason, non. Et que je vois le truc qui montait sur le salon. Jason, 4 000, 6 000. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais comment 6 000? Il y a le bug. Il envoyait il contactait tout le monde. Incroyable quoi. Et le gamin, donc moi au départ je lui laisse une partie de mon marché. Et là j'ai appris pas la semaine dernière, hier, qu'ils ont enfin viré le premier que j'avais intégré qui était une buse. Pendant le Covid, sincèrement, c'était c'était lui qui a récupéré tous les marchés. Tu lui disais quelque chose? Mais c'est un gamin, je pense qu'il va encore faire 2 ans, 3 ans avec eux, et derrière il monte sa boîte, c'est sûr. Mais c'est fabuleux. Moi je me suis régalé, j'ai même re-signé un an de contrat, en me disant, je peux pas m'arrêter comme ça. Allez, je continue avec Jason. C'est fabuleux. C'est lui qui faisait tout le boulot, ouais. Ah non, mais... non, mais c'est extraordinaire. Oui, et puis en plus, pour moi c'était super bien, parce que tu arrives avec un jeune qui est tout neuf, qui lui, table rase, il utilise tous les outils avec lesquels il a fait des tas de choses sur le net et autres, et il met ça en pratique pour la boîte et il casse tous les codes quoi. Il a piraté les bases en fait, c'est ça qui est... Non mais c'est pas qu'il a piraté les bases. Aujourd'hui le système pour le système de gestion de l'activité commerciale, ça y est, on a mis à la benne quoi. On a remplacé par son système où il a tout rénové et tu gagnes un temps fou, extraordinaire. Fabuleux. Bon, encore merci Philippe, il a bien synthétisé ça. Oui, j'ai synthétisé. Maintenant, je terminerai, je souffre énormément. Je suis à la retraite depuis 1 an. Ma femme me fait travailler comme une bête. À quoi? Au jardin ou à quoi? Eh bien, elle me fait faire des travaux pour lesquels je n'étais pas habitué. Attends. De quels travaux vas-tu te monter là? Je suis quand même pas un manuel par rapport à toi. Soyons humbles. C'est pas moi l'ingénieur de la maison. C'est elle qui bricole à la maison, c'est ça. C'est Léat l'ingénieur. Non, et puis quand je veux lui faire quelque chose, il faut 1 semaine, il faut le travailler. C'est-à-dire, moi j'ai besoin de réfléchir. Là, c'est le dernier à la fin. Terminé par Bernard. Non, mais Bernard d'abord et après. Ah bon, comme vous voulez, mais alors il faut prendre la caméra. T'as appris tout à Parce que je vais devoir y aller. Déjà J'habite à Figeac, j'ai 2 heures de route devant moi. Ah oui. Donc, c'est sympa d'être venu quand comment? même. Tu peux pas dormir ici. Mais ça fait 5 semaines que je suis pas chez moi. Le point rouge sur l'écran, c'est que c'est bon. C'est bon. Ça marche. Allez, c'est parti. Donc j'ai dû quitter, je pense, Vision 3D en 91 ou 92 par là. Et en fait, moi je voulais revenir dans le secteur du spatial, de l'aéronautique, avec la formation que je voulais faire au départ. En fait, Michel, tu m'avais convaincu de l'intérêt de la PME quand j'avais passé un entretien avec toi, c'est ce qui m'avait fait faire Vision 3D. Et d'ailleurs, ça m'a servi en fait toute ma carrière, parce qu'en fait. Pourtant, t'as fait que des grands groupes après, non? Alors après, j'ai fait que des grands groupes. Après, j'ai fait des PME, enfin j'ai fait des sociétés de sous-traitance pour Airbus. En fait, ce qui est devenu Airbus, c'était d'abord Matra Espace, puis ensuite c'est devenu Matra Marconi Space, puis après c'est devenu Astrium, puis après c'est devenu EADS Astrium, et après c'est devenu Airbus Defence and Space aujourd'hui. Voilà, donc avec toutes les sociétés, on va dire, maintenant ça fait plus de 35 ans que je suis dans ce grand groupe. Alors je me souviens, tu m'avais dit, tu verras, la PME c'est super, dans des grands groupes tu t'emmerdes, mais en fait moi je me suis éclaté chez Vision 3D, et je me suis éclaté chez Airbus parce qu'en fait j'ai fait en gros, je vais faire simple, j'ai fait 15 ans de calcul, donc j'ai vraiment acquis le métier de calcul, donc calcul de structure, etc. Puis après j'ai fait du produit, donc j'ai développé des produits. Donc aujourd'hui j'ai des produits qui tournent autour de Vénus, j'ai même un produit qui est posé sur Vénus aujourd'hui. Et suite à ça, je suis repassé, j'ai fait du management où j'ai repris la responsabilité de la section calcul chez nous là. Donc, et puis au bout de 5 ans, je me suis un peu fait chier. Et je suis allé voir mon responsable, je lui ai dit écoute, ça me gave, là, moi je fais de la technique. Et puis il me dit tiens, il y a un sujet qui traîne sur mon bureau là, c'est
c'est un espèce de bras déployable, regarde ça. Et alors je dis ouais, moi ça m'intéresse, dans ma jeunesse, j'ai eu fait du bras robot Sisax dans ma première société. Et donc je suis parti sur ce bras, et en fait de fil en aiguille, je suis resté sur ce projet bras. Ce projet bras au début c'était un petit foulé bras souple, et ça s'est avéré ensuite être un composant majeur sur nos satellites, parce qu'on a perdu un gros appel d'offres face à un concurrent américain où ils vendaient des bras. Et du coup, il a fallu tout d'un coup développer ce bras. Et donc là, ça a été, on va dire, le tournant de ma carrière, où du coup, j'ai pris cette affaire de bras. Et donc, j'ai été le responsable technique sur le développement de ce bras. Donc, c'est un bras qui déploie un système de propulsion, en fait, et qui permet aux satellites de l'agilité, qui permet de faire plein de choses en orbite. Et donc, suite à ce bras, donc c'est un projet qui a duré 6 ans, et qui était assez génial. Et alors, j'ai un peu construit un mythe sur ce bras, parce que à cette époque-là, chez Matra, donc il n'y avait pas la philo du prototypage. Et moi je suis bricoleur, chez moi je bricole. Et un jour je vais voir mon responsable de l'époque et je lui dis écoute, sur le bras j'ai besoin de faire une maquette, j'ai besoin de faire un prototype parce que l'articulation est quelque chose de compliqué, on ne peut pas la faire en CAO, il faut une maquette. Et puis je vais avoir en face de moi des experts de tous bords. Les mecs, si je leur mets pas une maquette sur la table et que je leur montre pas que ça va marcher, ils vont pas le croire. Et là, mon chef m'a dit non, ça c'est de la connerie, nous on fait bon tout de suite, donc tu fais pas de maquette. Et là, je lui dis ok, très bien. Donc je suis allé le soir chez moi, j'ai sorti ma carte bleue, j'ai acheté un tour, j'ai acheté une fraiseuse, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai bricolé mon garage et j'ai fait ma maquette chez moi. Et le jour où j'ai fait la présentation, j'ai amené ma maquette. Et là, ça a été une réussite parce que les mecs ont vu la maquette. J'avais fait des mesures physiques sur la maquette, des mesures d'hystérésis, tout ça. Et donc, j'ai dit voilà, moi je propose ce concept et tout le monde a dit go, on y va. Il y avait un enjeu terrible parce qu'en fait, tout le monde avait les yeux braqués sur ce putain de bras. Et du coup, ça a été tout d'un coup, mon responsable a pris conscience que putain, oui, la maquette, effectivement, c'est quand même intéressant. Et donc, ça a été manche à gauche tout d'un coup, et donc, on s'est mis à faire du maquettage. Et donc, finalement, j'étais le pionnier, et ce mythe d'avoir fait le truc dans mon garage, ça me colle encore aux fesses. Parce que quand je fais de la formation, que j'explique aux gens que du coup, je leur explique cette petite histoire, les mecs qui sont là, ils se disent ah mais c'est toi, j'en ai entendu parler, c'est le truc assez rigolo. Et donc j'ai fait ce bras, et ensuite, suite à ce bras, après j'ai eu un rôle d'expert depuis maintenant 7 ans, où en fait maintenant c'est assez peinard pour moi parce que je dis aux autres ce que je ferais si j'étais à leur place, mais je prends pas la responsabilité de ce qu'ils font. Et donc, j'exagère, c'est pas ça, je suis toujours impliqué dans ce que je fais, mais c'est un peu le principe. Et ce qui est génial pour moi, c'est que je prends que les affaires qui sont vraiment des moutons à 5 pattes. Que des trucs en 5 pattes, et je citerai juste par exemple en ce moment, vous entendez parler des constellations, de Starlink, etc. Ouais. Vous avez dû voir les trains de satellites là, des fois si vous avez... Et bien en fait, on essaie de faire la même chose en Europe, on a toujours 10 ans de retard, mais donc je travaille sur ces fameuses constellations et sur justement tous les systèmes qui permettent d'envoyer... Ça a plutôt 20 ans, non 25 ans maintenant. Ouais, on a pris beaucoup de retard, on est plutôt à la traîne. Voilà. Toujours chez Airbus Défense. Et donc toujours chez Airbus, donc ici à la Beige. Voilà, donc moi je m'éclate et en gros je me dis, je vis en ce moment la meilleure partie de ma carrière parce que c'est vraiment génial, je suis sur les phases d'appel d'offres et c'est maintenant que se jouent les grandes décisions que je verrai peut-être voler un jour quand je serai à la retraite. Parce que comme j'ai là, c'est des durées qui sont... Voilà. Et après d'un point de vue familial, je me suis marié en 93, donc j'ai eu un enfant qui a maintenant 30 ans. C'est Alix. Alix, c'est ça, ouais. Puis après j'ai divorcé au bout de 8 ans, 7 ans. Puis après j'ai vécu maritalement avec 2 personnes jusqu'à ce que depuis une dizaine d'années j'ai une copine, on va dire, mais on ne vit pas ensemble, on vit chacun chez soi. Et elle vit assez loin à Paris et ça se passe très bien. Elle vient me voir, je vais la voir, etc. On joue sur le télétravail et voilà. Et puis je suis toujours passionné d'avion. Il y a 3 ans, je me suis mis à fabriquer des drones chez moi en fait. Donc j'achetais des produits, des trucs en Chine. Non, même pas les kits, j'achetais les moteurs, les trucs, c'est pareil. Des éléments. Ouais, les éléments, je faisais l'assemblage et après comme j'ai fait beaucoup de modèles réduits dans ma jeunesse, j'en faisais. Voilà. Et donc j'ai fait en particulier des drones qui font des prises de vue. C'est pour ça que sur pas mal de vidéos que je monte, il y a des prises de vue aériennes. Notamment j'ai fait un film en 2017 quand j'ai pris conscience que mon père a commencé à perdre la mémoire.
comme c'était un Pensaguelois pur et dur, j'ai fait un film où en fait il me montre Pensaguel et il y a des prises de vue aériennes et c'est le film que j'ai fait parce que c'était celui que je voulais faire avant qu'il disparaisse quoi. Et je me dis je l'aurais pas fait, je m'en boufferais les couilles aujourd'hui quoi. Et donc voilà. Et après j'ai fait aussi un gros drone qui permet de traiter les processionnaires donc qui permet d'épandre qui épandent des produits sur les peignes. Avec des caméras qui permettent de se centrer, voilà, bon, c'est des gros machines. Voilà, et toujours passionné d'aviation, parce que je pilote toujours, j'ai jamais arrêté de piloter du LM, alors je me rappelle avec Hubert, putain, quelle galère. Tu sais, je m'en souviens de ça. Tu décolles d'ici Non, je décolle de je m'en souviens. Et donc là, j'ai pris des responsabilités, enfin, je m'occupe de l'association du LM à Muret. C'est là qu'il y avait du vent. Voilà, donc je suis président depuis 4 ans et voilà, je m'éclate et moi il me tarde d'être il me tarde pas d'être à la retraite parce que je m'éclate quand je vais au boulot, mais j'ai tellement de choses à faire à côté que je me dis le jour où j'arrête de bosser, je vais pas m'embêter quoi. J'ai tellement de projets à faire derrière que je veux faire que voilà, il me tarde bien. Tu vois, ça c'est intéressant. Et puis je pense que Vision 3D, c'est ça c'est un bon début. Et comme tu dis, je m'éclate au boulot. Bah, moi je me suis toujours... On s'éclatait. Ah ben on s'éclatait. On s'éclatait et je pense que ça... Enfin moi personnellement j'ai toujours recherché à être quand même dans un environnement où m'éclater. Le jour où tu t'emmerdes, tu te casses. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en fait la PME c'est quand même un monde difficile parce qu'en fait il n'y a personne qui t'aide réellement, c'est-à-dire que souvent il y a peu de gens, tu es sur des domaines où tu n'as pas forcément la compétence qui est à côté, il faut aller la chercher soi-même. Tu vas la chercher, ouais. Mais quand tu rentres dans un monde comme Airbus par exemple, les jeunes qui rentrent, mais ils sont dans du velours, quoi. Ils sont dans le monde des bisounours, c'est-à-dire qu'ils ont des experts à côté qui les aident, etc. Ouais. Et moi j'ai vu tout de suite le comportement, ça se voit, les gens qui ont connu les PME et les gens qui les ont jamais connus, tu fais la différence, quoi. Et des fois, moi j'interviens parce qu'il y a des trucs qui m'horripilent, quoi. Des gens qui se plaignent pour des conneries. Alors là, moi je monte dans les gonds, je dis mais vous n'avez pas connu le monde de la PME, allez voir ce qui se passe dans les PME. Et les gars, et chaque fois ça temporise et chaque fois c'est respect, quoi. Si tu veux, voilà, et voilà, et je me dis cette expérience de vision 3D pour moi ça a été fondamental. Enfin quelque part, je me dis c'est ce qu'il faut faire, quoi. Il faut qu'un jeune voilà. Après chacun fait ça. Je dirais que Vision 3D c'était plus qu'une PME, c'était une start-up. Ah oui, non mais c'est une start-up. C'est déjà un chauffeur. Alors, juste une question, on peut faire appel à toi pour faire des photos aériennes d'un site qui m'intéresse? Si tu veux, oui, on peut faire ça, oui. S'il y a du vent. Donc c'est pas le Kremlin. Je note. Donc c'est pas le Kremlin, tu n'as pas la vision. Ça dépend quoi, si tu me demandes d'aller sur la tour de contrôle de Blagnac, ça va être plus compliqué. Non. On peut faire deux choses. On peut faire je peux faire des prises aériennes de drone. Après, moi, je fais ça avec une GoPro, donc c'est pas d'une qualité pro. Hein. J'allais te poser la question, quel type de caméra tu veux? C'est une GoPro. Ouais. Le gros que j'ai fait, le dernier, j'avais je voulais y embarquer soit la caméra qui est là, soit un appareil photo. Et je l'ai pas fait. Après, j'ai pas eu le temps. Mais comment ça t'a... J'aurais le temps. Ta passion et oui, mais j'aurais du temps, voilà. Donc, oui, c'est un peu. Et sinon, après, on peut faire des photos aériennes depuis un avion, aussi. Oui, non. Mais... Tu as un biplace toujours? Oui. Ouais. Bon. Voilà. Très bien, merci. Merci Bernard. Oui. Ça vaut le coup que tu enregistres. Ça y est. Donc je pars là-bas, grève des postes ici. Et donc la machine part, mais la doc ne part pas. Donc j'arrive là-bas, et donc je formais Kane Matsura. Matsura qui était un gars qui n'imitait rien, quoi. C'était très compliqué. Et lui il voulait la doc. Donc je lui explique, écoutez monsieur Matsura, je suis avec vous, la doc je vais la faire, on va prendre des notes, etc. Et puis je vous explique, en France il y a des grèves, donc vous savez que vous roulez. Je lui explique, en France il y a des gens, quand ils veulent des augmentations de salaire, ils s'arrêtent de travailler, et quand ils se sont arrêtés pendant longtemps, au bout d'un moment, le patron il en a marre, donc il leur donne le salaire et le travail reprend, quoi. Il me regardait avec des yeux, il devait se dire, c'est un barbare. Donc, grève des postes. Et là, Michel entre temps on avait vu Kobu, donc le grand chef là, qui était là-bas, et qui était venu ici, et il m'avait dit, si vous avez un problème, venez me voir là-bas. Et donc Michel, tu m'appelles et tu me dis, Bernard, il faut que tu fasses payer la machine, parce qu'on a besoin de trésorerie, donc il faut au moins rentrer la commande, etc. Très bien. Donc moi je vais voir Matsura, mon collègue japonais, je lui dis voilà, il faudrait payer la machine.
Je dis bon, il n'y a pas la documentation, mais quand la grève de la poste sera finie, la documentation va finir par arriver, donc vous pouvez payer la machine. Il me regarde, il me dit, je peux pas. Je lui dis, écoutez, vous savez, nous on est une petite... Alors, je lui explique, on est une petite entreprise, on a besoin de trésorerie, machin. Il dit non, je peux pas. Il me dit, non, la doc n'est pas arrivée, pour moi, je ne fais pas la recette de la machine. Alors je lui dis, bon, ben ok, écoutez, je vais aller voir Monsieur Cobou. Et là, il me dit, ah non, vous pouvez pas aller voir Monsieur Cobou. Ah oui, et je lui dis, et pourquoi je peux pas aller voir? Parce qu'il me dit, si vous allez voir Monsieur Cobou, il me fait comme ça. Il me dit, moi. Et là, une lueur de génie. Je le regarde droit dans les yeux. Je lui dis, mais j'en ai rien à foutre. Je veux aller voir Monsieur Cobou. Et je sors du bureau. Putain, il a eu une trouille. Une trouille. En fait, je suis rentré chez moi, quoi. Et le lendemain matin, il vient me voir, il me dit, c'est bon. Là. Non mais ça c'est la recette au Japon. Et la recette en Slovénie avec Pascal Florent. On va monter cette. On est reparti. Voilà, on va monter cette machine à de relevé de forme de chaussures chez Konus en Slovénie. Et on arrive dans cette boîte. On est quand même au 19e siècle, hein. Attention, quand tu arrives là-bas, c'est le 19e siècle. Tu dis, où on est? Toi, les maisons sont pas finies, c'est dégueulasse, etc. Et tu rentres dans cette société, et là, c'est comme une banque suisse. Tu as du marbre partout, il y a de la musique, etc. Les gars, ils ont tous les bouteilles de vodka sur la table, enfin, ils boivent toute la journée, ils écoutent de la musique. On ne reconnaît pas du tout. On monte la machine, ils testent, on veut faire la recette, ils me disent, non, on va pas recéter, là maintenant on vous emmène, on va dîner. Et ils nous emmènent avec Pascal dans un truc, je sais pas, peut-être à 50 bornes, dans une superbe auberge, dans la montagne, parce que c'est la Slovénie, c'est la montagne. Et là on commence à picoler. Enfin, il commence à picoler. Et il continue. Il commence et il continue. Et il s'arrête pas de picoler. Et avec Pascal, on se regarde, on dit mais... comment on va rentrer quoi? Et à un moment les mecs ils sont tombés sur la table, il fallait rentrer et on les a poussés, on les a mis dans une voiture, il y en a un, on l'a mis au volant et avec Pascal on se regardait. Mais bon on l'a laissé démarrer, puis on l'a arrêté parce que c'était plus possible, on allait se planter quoi. On s'est arrêté, on a attendu qu'il décrive un peu et on est rentré à l'hôtel. Mais pourtant, vous étiez parti avec ta voiture. Non, mais oui, mais pour aller de la boîte à leur fameux truc, on n'a pas pris ma voiture, on était allé avec eux. Ça t'apprendra la prochaine fois. Oui. Et puis il y avait un intermédiaire qui était un Suisse ou un Autrichien, je ne sais plus. Parce que tu étais payé par un organisme qui n'était pas la Slovénie, mais on était payé par une banque suisse. Qui ça? Ah non, non, c'était un intermédiaire. Mais lui, il voulait sa commission, on lui dit non, dans l'offre, il n'y a pas de commission. Et finalement, il t'avait quand même niqué 10% sur le paiement, parce que je ne sais plus pour quelle raison. Et on avait réussi à obtenir la signature de la recette, en disant, bon ben... Vas-y, c'est parti. On t'écoute. Bon, alors, moi, quand Vision 3D, à la fin de Vision 3D, j'ai vécu une expérience difficile qui a été le tribunal de commerce. Et où là, il y a eu un syndic qui avait été nommé. Je crois que s'il n'y avait pas eu mon avocat avec moi, je lui aurais cassé la gueule. Parce que le mec, enfin, je ne vais pas raconter tous les détails parce que ça c'est trop long. Donc là, Vision 3D, à la fin de Vision 3D, comme j'étais PDG, j'avais pas droit au chômage. Donc j'ai été au RMI pendant un an, le temps de retrouver un job, parce que j'ai eu plusieurs fois, j'ai été en entretien final d'un job, et les mecs me disaient, mais écoutez, non, là vous allez être numéro 2, alors que vous étiez numéro 1, c'est pas possible, vous n'allez pas tolérer de rester numéro 2. Et bref, ils m'embauchaient pas. Et finalement, j'ai un copain qui était directeur industriel dans une boîte, qui fait des rayonnages métalliques. Donc des étagères, des supports là, de palettes, etc. Et qui m'a proposé, qui m'a dit, écoutez, on n'arrive pas à trouver un directeur d'usine qui soit un peu révolutionnaire, qui amène de l'informatique, qui amène un certain nombre de choses. Tous les types qu'on a, ils viennent du sérail et ils reproduisent le schéma de la mécanique. Alors il me dit, voilà, ben, je te présente au PDG, à toi de te vendre, à la DRH et au PDG.
Bon, je me suis vendu humblement en disant voilà, j'ai jamais fait ce travail que vous me proposez, mais je crois que j'ai suffisamment de bon sens et d'intelligence pour y arriver. Donc ils ont fait un challenge, le PDG m'a fait promettre de rester au moins 4 ans. Non, 3 ans, au moins 3 ans, parce qu'il m'a dit écoutez, on fait un investissement sur vous, puisque vous ne connaissez pas le métier, vous allez être obligé de l'apprendre, donc on veut que vous restiez 3 ans. J'ai dit ok, banco. Et puis je suis allé, donc ce job était à Saint-Étienne, à Firminy très exactement. Et alors je me suis posé la question, est-ce qu'on déménage ou est-ce qu'on reste là? Alors Hélène, elle travaillait ici, mes enfants, ils faisaient du rugby, ils avaient tous leurs copains, etc. Donc décision, je me loue un truc à Saint-Étienne, mais je reviens tous les week-ends ou un week-end sur 2. Bon, très bien. Et puis à Saint-Étienne, alors j'ai pris mon pied. Mais comme c'est pas possible. J'ai dirigé une usine de 150 personnes et qui était une usine à la Zola. Mais Zola, vous n'avez pas idée. Tous les murs étaient noirs. Merci. Il y avait des sanitaires où les douches étaient encore en plein air. Truc invraisemblable. Bon, j'arrive dans cette boîte, je fais un plan de développement qualitatif, quantitatif, etc. que je présente à l'ensemble du comité de direction. Alors j'étais un peu astucieux parce que j'avais un ennemi, c'était le directeur commercial, et donc j'ai pas commencé par lui, j'ai commencé de l'autre côté. Et puis quand les gens ont commencé à dire oui c'est bien, etc., ben lui il n'a pas pu. Bon voilà, donc ce plan a été accepté. Et puis, alors là aussi une petite anecdote, quand on a commencé à mettre en place le plan, une des premières choses que j'ai faites, c'est de réformer tous les sanitaires. Alors, président qui me dit, Michel, mais qu'est-ce que c'est pas productif, ça, nanana, etc. Bon, je lui dis, écoutez, monsieur le président, descendez de Paris. Alors, il vient voir. Je l'emmène dans les sanitaires. Je lui dis, Alain, est-ce que vous prenez une douche ici, vous? Est-ce que vous prenez une douche ici? Non? Ben non, moi non plus. Alors bon, donc, il faut refaire ça. Donc on a rénové les sanitaires. En même temps qu'on faisait un plan qualité, on a formé tous les ouvriers au plan qualité, etc. Et donc ça a été une vraie réussite. On a mis de l'informatique dans tous les postes de travail. Les mecs qui mettent de l'informatique dans un atelier de mécanique. Mais vous êtes fous, quoi. Bon, bref. Ça a été une belle réussite et voilà. Et donc j'y suis resté en fait 4 ans. Et j'étais très content. Et puis j'ai été chassé par une boîte toulousaine, plus exactement de Blagnac, qui s'appelait à l'époque CEIS, donc Compagnie pour l'électronique, informatique et systèmes, et qui était quasiment en faillite. Ils avaient misé beaucoup sur les balises de bateaux, et ils avaient stocké ça de manière incroyable, et puis ça s'était planté. Donc ils étaient quasiment en faillite, mais comme c'était une filiale d'une grosse boîte qui s'appelle Technicatum, qui fait les chaudières nucléaires des sous-marins et du porte-avions. Une boîte qui dépend de l'État, qui a des contrats d'État, de DGA, bon, c'est peinard. Bon. Et donc, Technicatum avait remis de l'argent dans cette boîte pour la consolider, parce que c'était cette boîte qui faisait les calculateurs qui contrôlaient les chaudières nucléaires. Donc ils ne pouvaient pas laisser partir cette technologie ailleurs. Et puis donc ils m'ont recruté parce que j'avais l'expérience, j'avais le savoir-faire, j'avais ci, j'avais là, et donc etc. Sauf que comme la boîte était en faillite, j'ai négocié un golden parachute. 2 ans de salaire au cas où ça se passe mal, et voilà. Bon. Et puis ça se passait très bien. Mais mon président s'est fait renverser par un jeune loup polytechnicien qui avait envie du job, et avec lequel je ne me suis pas du tout entendu. On a cohabité 6 mois, en gros, 5-6 mois. Et puis un jour, il me dit écoute Michel, tu sais, ça va pas, quoi. Ensemble, j'ai dit non, je suis bien d'accord. On ne peut pas continuer comme ça ensemble, c'est pas possible. Alors il me dit, oui, je vais te licencier. Je lui dis, oui, je veux bien, mais ça va te coûter cher. Comment ça va me coûter cher? Ça va me coûter les indemnités de cadre. Je lui dis non, renseigne-toi.
Il est allé se renseigner et il a vu qu'il y avait un contrat effectivement de 2 ans de salaire. Bon, ben. Et puis, alors au début, donc, j'ai essayé de mégoter. J'ai pris le meilleur avocat de Toulouse. Le fait de citer son nom, je me suis écrasé tous. Et voilà, et donc je suis sorti de là. Belle opération financière, sortir avec 2 ans de salaire, c'est pas mal. Et puis là, de nouveau, donc j'ai été au chômage quelque temps. Et là, à nouveau, j'ai été sollicité pour monter l'incubateur d'entreprise à Toulouse. Où là aussi j'ai pris mon pied, je me suis éclaté pendant 4 ans à accompagner des startups, etc. Donc c'était assez sympa, avec un côté un peu pénible quand même de dépendre du conseil régional et de l'État, mais bon, c'est eux qui finançaient, il fallait bien quand même y passer. Et puis au bout de 4 ans, je trouvais que j'avais un peu fait le tour, et comme on m'avait fait venir au Brésil, l'attaché scientifique de l'État du consulat de São Paulo, m'avait fait venir plusieurs fois au Brésil faire des conférences sur la loi d'innovation française, les incubateurs et tous ces trucs-là. Et à un moment, la fille qui m'accompagnait au ministère de la Recherche, elle me dit, tu sais Michel, Philippe Martineau qui te fait venir régulièrement, il s'en va l'an prochain. Je lui dis, oh, bon, oui, bon. Il me dit, mais tu veux pas solliciter son poste là, parce que, qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre moi avec les diplomates et tout ça. Mais tu sais, c'est super bien payé. Ah bon. Alors, comme le Brésil m'intéressait, c'était quand même une expérience aussi nouvelle, j'avais un peu fait le tour de l'incubateur et tout ça, donc j'ai postulé. C'était au mois de septembre 2003. Et puis, mois de février 2003, elle m'appelle, elle me dit, Michel, est-ce que tu es toujours candidat? Je lui dis oui, mais j'ai pas eu de nouvelles. J'ai appelé le ministère des Affaires étrangères, j'ai tombé sur une secrétaire qui me dit si on ne vous a pas convoqué, c'est que. Voilà. Bon, bref. Elle me dit mais nous, on est vraiment intéressés à ce que tu viennes. Il y a la réunion qui se fait la semaine prochaine où on va décider qui. Et alors, je lui dis écoute, oui, mais. Elle me dit écoute, tu bouscules tes emplois du temps. Tu montes à Paris, tu rencontres un tel au ministère des Affaires étrangères, ce que j'ai fait, et du coup j'ai été retenu. Bon, donc voilà. Alors en septembre 2004, je suis parti au Brésil, où j'ai passé 4 ans comme attaché scientifique, au milieu des diplomates. Alors, ministère des Affaires étrangères, je vais vous dire, c'est la pire. C'est pire que l'éducation nationale. Hein. Pire que l'éducation nationale. Sauf qu'on y mange bien quand même. Hein? Non, mais on y mange bien. Et alors, mais les mecs, vous n'avez pas idée comment ils sont payés. J'avais un chef, je ne vous dirai pas mon salaire à moi, mais j'avais un chef, je dirais le sien, donc comme ça vous allez faire une. Il touchait, le type était professeur agrégé de portugais. Bon, c'est tout. En France, il touchait un salaire de 3 000 euros, hein, parce qu'il avait déjà quand même pas mal d'expérience. Mais quand il était au Brésil là-bas, 12 500 euros net par mois. Pour quoi faire? Avec seulement un tiers imposable, 2 tiers non imposables. Il y a une gabegie dans ce ministère, c'est absolument incroyable. Incroyable. Mais alors, on ne peut pas en sortir, pourquoi? Parce qu'ils sont organisés de la manière suivante. 4 ans dans un poste à l'étranger, 4 ans dans un autre poste à l'étranger, et ensuite 4 ans à Paris. Et ce sont ceux qui sont à Paris qui gèrent les autres. Alors évidemment, ils continuent à gérer pour que ça continue. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bref, après le ministère des Affaires étrangères, j'ai essayé de faire une 5e année au ministère des Affaires étrangères, mais mon côté rebelle fait qu'ils n'ont pas voulu. Donc je suis revenu en France, j'ai été chômeur de nouveau pendant 1 an, avant de pouvoir prendre ma retraite, qui à l'époque se prenait à 60 ans. Voilà. Et depuis, je suis retraité. C'est pas scandaleux ça. Alors, en fait, pas tout à fait, parce qu'au Brésil, j'avais monté une boîte de conseil qui avait deux activités. La première, l'accompagnement de start-up. Et la deuxième, le montage de sociétés de business angels, d'associations de business angels. Donc,
J'ai travaillé, j'ai fait ça pendant un certain temps. Et en 2014, le Brésil a eu une crise économique terrible. Donc mes clients n'avaient plus d'argent. Alors j'ai fermé la boîte et puis voilà. Mais j'ai continué à aller au Brésil 6 mois par an, 6 mois en France, voilà, etc. Et puis j'ai vendu la maison que j'avais là-bas récemment. Et donc maintenant je vais rester en France définitivement. Voilà. Sauf de temps en temps aller au Brésil parce que je suis en train de faire un procès au mec qui m'a acheté la maison. Ah oui, là aussi j'ai vécu un truc pas croyable. Je signe un contrat de vente, c'est le Brésil, hein. Je signe un contrat vous savez, de compromis, quoi. Le 8 décembre 2021. J'avais un problème, moi, de documents qui n'étaient pas vraiment conformes, donc moi j'ai effectivement perdu du temps à mettre à jour mes documents de propriété de la maison. Et ça a pris jusqu'en mars 2022. J'ai signé le contrat, le type faisait financer la maison par une banque. Donc j'ai signé le contrat de vente entre la banque, l'acheteur et moi-même, le 28 avril. Le 2 mai, le mec arrive dans la maison parce qu'il m'avait demandé de poser ses meubles dans le garage. Il arrive, pose ses meubles, et après il envahit ma maison avec sa famille et s'installe, envahit la maison. Parce qu'il considère qu'il est propriétaire. Ouais. Avec la promesse de vente. Alors que la promesse de vente spécifiait qu'il ne pouvait reprendre possession de la maison que lorsque j'aurais touché l'argent. Mais comme c'était un contrat de financement, j'ai pas touché l'argent tout de suite, parce qu'au Brésil c'est comme ça. Tu signes un contrat de financement avec une banque, en l'occurrence une banque nationale, et ça prend un certain temps, entre 2 mois et 6 mois, pour toucher l'argent. Moi, j'ai pas eu de chance, ça a pris 9 mois. Mais bon. Et entre-temps, il s'était installé dans la maison, etc. Et il s'est approprié tout ce qu'il y avait dedans. Ah, alors, oui. Tes affaires? Oui, tout. Le mobilier, tout. Parce que le jour, il a envahi la maison. Le soir, alors moi je suis allé voir l'agent immobilier, on a discuté, on a téléphoné à un avocat, est-ce qu'on va faire intervenir la police, nanana, etc. On a résolu que la police n'aurait rien fait parce qu'elle était avec 2 types qui avaient une vision différente. Elle n'aurait pas tranché juridiquement, donc elle n'aurait rien fait. Donc on n'a pas appelé la police. Le soir même, j'ai cohabité avec sa famille dans ma maison. J'ai cohabité avec sa famille. Et le lendemain, j'ai commencé à plier les affaires que je voulais garder, mais il y avait des gros meubles, j'allais les laisser. Mais des affaires que je voulais récupérer. Et puis là, il se met en colère, mais une colère folle, un type qui faisait... Parce qu'il considérait... 1m90, 1m95, balèze, etc. Et il me dit, écoutez, tu es en train de me voler, là, etc. Donc je te donne, il est 10h, je te donne jusqu'à midi pour faire tes valises et t'en aller. Alors j'appelle l'agent immobilier qui arrive et qui me dit, Michel, il faut que tu sortes parce que pour préserver ton intégrité physique. Ce mec est dangereux. Ah ouais. Bon, alors dans les sorties, ils m'ont procuré une maison pour habiter, etc. Bref, finalement j'ai touché mon argent et maintenant je suis en train de faire un procès parce que, alors, indemnité matérielle sur toutes les affaires, mais indemnité morale. Tu te rends pas compte, un vieux de 74 ans qui a des problèmes de cœur, etc. Mais vous avez failli le faire mourir. Ça, c'est mon avocat qui dit ça. Voilà, donc voilà, et maintenant je suis rentré en France. Allez, et puis je suis très content d'avoir vu tout le monde ce soir. Voilà. Super, merci Michel. Merci, ouais, super. C'était super.